Nous avons choisi pratiquement au début d'associer les acteurs à la construction du programme et de rendre le système robuste par la contractualisation. Les études préalables qu'il fallait mener pour dimensionner le contrat de rivière ne pouvaient être conduites qu'à l'échelle de la vallée. Une rivière, ça coule en continu, ça ne connaît pas de limite administrative, et en plus, ce qui se passe en haut a des conséquences en bas et inversement. Une rivière, c'est un système. On ne peut pas en isoler une seule fonction, tout s'imbrique et oblige à avoir une vue d'ensemble. Joël de René dirait qu'il faut un macroscope. Nous avons écarté très vite la solution d'une énorme étude conduite par un gros cabinet. Nous avions vu ça ailleurs, personne ne l'avait lu, et ça prenait la poussière en haut d'une armoire. Nous avons choisi des études plus modestes, pilotées avec les partenaires de terrain. Par exemple, une étude des sites remarquables pour la biodiversité avec les associations naturalistes, un programme de valorisation piscicole avec les pêcheurs, un schéma général d'assainissement impliquant à la fois l'ADAS, l'agence de l'eau et les communes, des études sur la dynamique fluviale avec la réserve naturelle et des universitaires, et ainsi de suite. Chaque sujet étant suivi par toutes les personnes concernées pour que la société fasse sienne les études menées. Dans la période, nous avons également créé un petit journal diffusé dans la population pour informer en continu. Et nous avons même associé un historien local pour parler de la vie de la rivière autrefois. Nous voulions passer d'une rivière triste qui n'appartient à personne à une belle rivière appartenant à tout le monde. Et pour associer ensemble les communes et les intercommunalités, nous avons conçu un système conventionnel qui décrit ce que chacun apporte et ce que chacun peut attendre, notamment en termes de financement. Adhérer à la Convention de façon volontaire, ça voulait dire contribuer à un fonds d'investissement commun pour les actions à l'échelle du bassin et bénéficier en retour de subventions exceptionnelles pour les opérations d'assainissement. Un système gagnant-gagnant auquel chacun contribue en fonction de ce qu'il gagne. Si on résume, on va dire rassembler toutes les énergies autour du projet, le concevoir ensemble, bâtir pour le mettre en œuvre un système financier et administratif qui traverse le temps, parce qu'il est construit sur des engagements contractuels et des gains réciproques. Le travail du développeur, c'est la structuration préalable de la machinerie, la négociation financière, la sécurisation des moyens à long terme, le pilotage et l'horloge interne, la relation avec les institutions et le soutien logistique aux acteurs impliqués. Coluche disait que la bonne taille pour un homme, c'est quand les pieds touchent par terre. Ça doit être pareil pour un territoire. La bonne taille va donc varier en fonction du sujet. Lorsqu'on décide de prendre en charge une rivière, on n'a pas souvent une structure qui fait la taille du bassin versant. C'est la raison pour laquelle la création de structures de bassin a été poussée par les agences de l'eau. L'inconvénient est que ces structures sont spécialisées et que le lien se distend avec les problématiques de développement local, de logement, d'agriculture, d'emploi, d'habitat, qui sont gérées par les intercommunalités. Dans la rivière Drôme, pendant 20 ans, nous avons fonctionné sans structuration institutionnelle, uniquement des intercos et des communes associées par voie conventionnelle. Le cadre logique, fixé pour la mise en place du contrat de rivière, puis très vite du SAGE, nous a beaucoup servi. Ce cadre est connu des chefs de projet, mais son application n'est pas encore très répandue et pourtant il est très riche. Voici la recette en 4 étapes. Étape 1, rassembler tous les partenaires concernés, publics, privés, associatifs. On rassemble non pas des représentants, mais des personnes qui sont prêtes à travailler sur le projet dans les différentes structures. On écarte personne, on cherche l'équilibre. Il faut prendre le temps d'une approche d'apothicaire. On va proposer à ce groupe un espace de travail résolument constructif en utilisant des méthodes de discussion apaisées et respectueuses pouvant faire l'objet d'une petite charte. Dans la rivière Drôme, tous les usagers et administrations ont appris à se parler, à parler de leurs problèmes avec les autres. Au fil du temps, il se crée un esprit collectif, une sorte de confrérie qu'il faut soigner. Étape 2, établir ensemble un état des lieux, c'est-à-dire
commanditer et suivre toutes les investigations nécessaires pour se mettre d'accord sur ce qu'on voit. Quelle pollution? À quel niveau? Quels dégâts sur la biodiversité? Quelle décharge? De quelle taille? Troisième étape, une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on voit, on va formuler ensemble un diagnostic. Ce qu'on voit, c'est dû à quoi? Quelles sont les causes? Par exemple, d'où vient la pollution? Ou qui verse dans les décharges? Pourquoi? L'étape du diagnostic doit être distincte de celle de l'état des lieux. On est d'abord d'accord sur ce qu'on voit, et ensuite, on est d'accord sur les raisons de ce qu'on voit. Le diagnostic est un moment important, parce que s'il n'y a pas d'accord sur le diagnostic, il ne pourra pas y avoir ensuite de consensus sur des solutions. Et enfin, étape 4, élaboration des scénarios d'évolution. À partir de la situation qu'on a constatée, et dont on connaît les causes, vers quelle nouvelle situation veut-on aller? Plusieurs voies sont possibles, et on les décrit. À cette étape, l'arbitrage politique est légitime. La Drôme aurait pu aller vers une plus grande artificialisation touristique, avec des installations importantes. Le choix s'est porté vers une rivière naturelle, et ce choix était explicite. Une fois que l'orientation est fixée, on peut alors discuter des différentes modalités de mise en œuvre, de leur financement, de leur calendrier, et choisir des indicateurs qui vont permettre de suivre l'avancement. Bien sûr, il y a besoin d'un comité de pilotage qui se réunit à date fixe en différents lieux du territoire pour que la gouvernance reste collective. Ce mode de gouvernance est puissant, mais il demande un investissement constant dans l'animation et le secrétariat du dispositif. Il faut donc des moyens dédiés. Il faut également qu'un élu, rassembleur et consensuel, s'y consacre fortement et longtemps, ce qui fut le cas dans la rivière Drôme.